On va d'abord regarder la vidéo de Boniface qui a interrogé, qui a fait une interview de Edwy Plenel qui a sorti un livre sur la Palestine, Palestine nos blessures. Alors vous savez que nous on est très mais alors très critique à l'égard de Mediapart, déjà sur sa ligne sociodémocrate, sur sa ligne anti-LFI et anti-Mélenchon. Ils sont tellement anti-LFI et anti-Mélenchon que Plenel, il est même beaucoup plus gentil avec un gars comme De Villepin. C'est quand même assez effarant. Et je suis sûr que lui, il est plus prêt à voter pour De Villepin que de voter pour Mélenchon. J'en suis persuadé. C'est trop chelou. C'est trop chelou le truc de Mediapart et de Plenel à l'égard de la France Insoumise ou de Mélenchon. Je ne comprends pas. La Palestine, Mediapart était un peu... voilà, et aussi que toujours invité Golem, mais ils ont jamais. Est-ce qu'ils ont déjà invité Tzedek? Est-ce qu'ils ont déjà été invités? Je crois une fois ils ont été invités. Ils sont à fond. Il faut livrer des armes sur l'Ukraine. Il faut livrer des armes. Il faut y aller. Il faut soutenir à fond. Il n'y a pas une question de complexité ou quoi. Il y a un agresseur et un agressé. L'Ukraine, ok, à la rigueur, ok. Mais sur la Palestine, ça va être plus été en mode ouais, bon. Quand même, l'Israël, quand même, ouais, oui, non, mais on soutient la Palestine, la solution à 2 États, mais c'est pas ouf, voilà quoi, c'est plus complexe que on pourrait l'imaginer. Bref, leurs enquêtes sont excellentes, mais est nécessaire, mais leur ligne politique, je suis d'accord, Joe Division. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, bien évidemment, hein, mais moi, il y a une ligne politique, voilà quoi, c'est insupportable, hein. Bonjour Edoui. Bonjour. Alors on connaît les positions de Trump, on a vu celle de Biden aussi sur la guerre de Gaza, mais dans ton livre tu expliques que déjà Obama tergiversait sur ce dossier. Oui, ce livre rassemble, pour montrer un peu notre cohérence, avec une introduction inédite, l'ensemble des textes que j'ai écrits dans Mediapart depuis sa création en 2008 sur la question de Palestine. Et le premier, en effet, est une adresse à Barack Obama au moment de son intronisation en 2009. Palestine où se joue la paix du monde. Et je dis, voilà, il y a une question qui manque à l'appel de la promesse que représentait... Alors pour moi, Plenel, c'est vraiment la gauche pro-palestinienne en mode 2 États. Et les gens, il faut arrêter de se laisser berner par ça. C'est déjà ce que disait Rima Hassan, mais c'est déjà aussi ce livre-là, je vous le conseille, attendez. Il est où? Ah, là. Quand il y a quelqu'un qui vous dit ouais, la solution à un État, un seul État, ça veut dire les Juifs à la mer, vous dites n'importe quoi. Et vous conseillez notamment cette lecture. Alors, c'est pas une nouvelle, ça c'est pas une nouvelle DA de La Fabrique, c'est que Marie avait laissé un truc, un encens. Donc en fait, l'encens a un peu changé la couleur. Mais voilà. Ça fait joli, c'est vrai que ça fait un petit peu joli, c'est vrai. Mais Israël-Palestine, la solution un État, allez le voir parce qu'elle explique très bien, Ghada Karmi, elle revient tout ça, elle explique déjà que dans les faits, il n'y a déjà qu'un État. Il n'y a qu'un seul État, en gros, parce que la Cisjordanie, il faut savoir que la Cisjordanie, c'est pas du tout autonome. Hein. Il y a quelques petits territoires où ils ont un petit peu d'autonomie, mais l'autonomie sous l'autorité palestinienne, hein, sous l'autorité de Mahmoud Abbas, mais il y en a plein de trucs qui sont gérés en fait par Israël, et Gaza, c'est sous blocus en fait. Donc en fait, c'est Israël qui décide qui rentre, qui sort. Quand tu as un État où il y a un État extérieur qui décide qui rentre, qui peut rentrer, qui peut sortir, même le côté alimentaire, c'est que tu n'es pas autonome, quoi. Donc il n'y a pas d'État. Donc dans la réalité, il n'y a qu'un État. Et elle explique pourquoi la seule solution viable, plausible et réalisable et qui peut permettre la paix à long terme, bah, c'est la solution à un État. Donc tous ceux qui sont en mode ah non, il faut reconnaître 2 États, c'est voilà, faut le savoir. Pour moi, c'est vraiment c'est vraiment de la merde, quoi. C'est vraiment non mais il faudrait faire la paix. Hein. Voilà, ils savent très bien que ça ne peut pas arriver et que ça ne pourra jamais être une solution à long terme. Mais c'est leur manière de dire ah non mais moi je suis pro-palestinien, moi je suis pour un État palestinien. Hein. Voilà. 3 zones, une seule autonome. Oui, effectivement, ils perdent de star, effectivement. Obama par rapport à tous les démons qui travaillaient déjà les États-Unis d'Amérique, et on en paye le prix aujourd'hui, qui est la question de Palestine. Et l'on voit bien aujourd'hui le prix à payer de tout cela. Le thème de ce livre, c'est de dire qu'au-delà de toutes les questions géopolitiques, la diversité même interne de la société palestinienne, la Palestine, pour moi, est un mot, un nom, qui pose à la face du monde la question de l'égalité. C'est comme un... Mais comment l'Europe va justifier d'enlever l'État aux Juifs? Ça va encore être le bordel. Mais c'est pas d'enlever l'État aux Juifs, c'est de dire les Juifs et les Palestiniens peuvent vivre ensemble sur le même État. On n'enlève aucun État aux Juifs, c'est juste maintenant ils le partagent à égalité de droit avec les Palestiniens. Donc ils ont toujours un État dans lequel ils sont traités comme des citoyens avec leurs droits et leurs devoirs, et juste ils se partagent les droits avec les Palestiniens. Tu peux monter un peu le son de la vidéo? Ok, mais il parle vraiment doucement. Là, je suis à fond partout, les gens. Un caillou dans la chaussure du monde, que depuis 47-48, évidemment encore plus depuis 1967. La question à l'échelle internationale du droit
à l'égalité des peuples et des nations. Et dans ce livre, il y a une adresse à un autre président qui a eu de grandes responsabilités dans la dérive française sur cette question. En 2014, c'est une adresse à François Hollande. Tu le compares à Guy Mollet. Oui, bien sûr, en 2014, François Hollande, c'était déjà une des énièmes guerres israéliennes à Gaza, et François Hollande fait la bascule du soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Tout soutien inconditionnel, quel que soit le camp, est un aveuglement. Il n'y a de soutien que critique, ou autrement, Ah bon, mais lui, il n'était pas pour le soutien inconditionnel à l'Ukraine contre la Russie. Moi, il me semblait que c'était plutôt... Il avait fait des articles en mode, il n'y a pas besoin de tergiverser, il faut arrêter les blabla et les discours, il faut un soutien inconditionnel à l'Ukraine, il me semblait. Et en plus, moi, je trouve que ça peut être défendable, hein, à la rigueur. tout libre arbitre, toute autonomie de pensée. Et dans le cas de François Hollande, en 2014, et on l'a oublié, mais c'est le moment où commence la diabolisation de la jeunesse qui se mobilise sur la question de Palestine, et c'est le moment d'un alignement français sur déjà Netanyahou, c'est-à-dire sur une droite et une extrême droite israélienne qui sont suprémacistes. Voilà, ça pour moi, ça fait partie des problématiques de Mediapart, c'est que pour eux, le problème, c'est pas Israël, c'est la droite et l'extrême droite dans Israël. Sans voir que la majorité de la population israélienne soutient la colonisation. Même la gauche, hein. La gauche a aussi soutenu et soutient le projet colonial. Pour eux, non, mais non, le problème, c'est que c'est la droite et l'extrême droite israélienne. C'est ça le problème. Pourquoi ne pas faire comme en Belgique, un seul État, mais avec une région pour les Juifs, une région pour les Palestiniens, mais avec les mêmes droits? Je sais pas, je trouverais ça bizarre. Je pense que ça va engager des inégalités et tout. Et moi, j'aime pas ce côté de partage ethnique. Pour moi, ils peuvent vivre ensemble. Et on rappelle que les Juifs vivaient avec les Arabes sur le même territoire. C'est ce que rappelait aussi Rima Hassan. C'est aux Palestiniens eux-mêmes de décider. Hein. C'est les Palestiniens eux-mêmes qui doivent décider de quelles sont la société dans laquelle ils rêvent de vivre. Et nous, on espère que ce sera une société, et je pense que ce sera le cas, une société démocratique. D'ailleurs, chez Premier Matin de Novembre, ils ont sorti les textes de Georges Habash, l'un des cofondateurs du FPLP. Ils reviennent souvent sur ça, sur le côté démocratique et démocratique avec les Juifs, la coexistence avec les Juifs. Plus dans une logique de domination. Car qu'est-ce que c'est aussi la question de Palestine et l'attitude de l'État d'Israël? Il fait vivre au cœur de notre présent, et vous voyez bien les récentes... Palestine. Polémique française, la très vieille question du colonialisme, la question coloniale. Vous faites d'ailleurs une comparaison, c'est Ehud Barak dit qu'Israël était l'avant-poste du monde libre, et vous faites une comparaison avec les sociétés de la SFIO qui se sont aussi égarées dans l'Algérie française qui disait vivre dans la jungle. Oui, c'est exactement ça, c'est la formule d'Ehud Barak, qui est pourtant un travailliste. Il présente Israël comme une villa dans la jungle, en disant en fait on ne sera jamais en paix, il y a des bêtes sauvages tout autour, donc en fait il projette Israël, et il menace en ce sens la sécurité du peuple israélien lui-même, dans une guerre sans fin. Et là, on retrouve tout l'imaginaire colonial. Il faut vraiment insister là-dessus, parce que pourquoi, c'est le thème de mon introduction, elle est intitulée « Une cause universelle ». Pour moi, le mot Palestine pose cette question au cœur de notre présent, qui est la longue durée de ce qui a fait le délire de puissance, de domination, de notre propre projection sur le monde, l'Europe, et on a inventé cette réalité plus politique que géographique qui s'appelle l'Occident, qui est la question coloniale, qui est au fond l'idée des hiérarchies. Il y a des civilisations supérieures à d'autres, des peuples supérieurs à d'autres, des humanités, des religions, des croyances, des apparences, et ainsi de suite. Et ça c'est par là que s'engouffrent toutes les monstruosités. Elles se sont engouffrées au cœur du XXe siècle avec le nazisme. On est d'accord qu'il est un peu chiant, Edoui Plenel. Et là, je suis à 1,25. Eh bien, elles sont de retour. Qu'est-ce que c'est que l'alliance Trump-Poutine? Qu'est-ce que c'est que cette alliance avec les extrêmes droites européennes? Eh bien, en Israël, ouais. L'alliance Trump-Poutine et le soutien israélien, ouais. C'est la logique des civilisations supérieures, d'un Occident supérieur, car le monde de Poutine est aussi issu de cette histoire occidentale de dimension d'empire. Et donc vraiment, il y a là un imaginaire. C'est pour ça que la question de Palestine... Vous ne le trouvez pas chiant? Il faut la prendre comme une question. D'accord. Donc peut-être que je suis dur, hein, peut-être que je le déteste trop, hein. Qui est au cœur de comment on peut affronter aujourd'hui ce qui nous menace nous-mêmes dans nos démocraties. Vous êtes critique du soutien aveugle et aux dirigeants israéliens, mais vous estimez également que, de la même façon, la cause palestinienne ne doit pas justifier un soutien inconditionnel. Oui, ça me vaut des critiques. Allons-y, allez, on va voir ça. Je suis d'un côté, pour certains, le pape de l'islamo-gauchiste, et puis pour d'autres, dans un syntagme figé qui est utilisé, et je trouve ça très critiquable comme une sorte d'insulte, un sioniste de gauche. Alors je dis... Ouais, c'est nous ça c'est nous, oui, on considère qu'il est un petit peu sioniste de gauche, oui, effectivement, ouais. Je prends les deux comme un compliment, hein. Je veux bien être islamo-gauchiste plutôt, et sioniste de gauche. Après, moi je préfère être islamo-gauchiste que sioniste de gauche, mais après je sais pas, hein, faut me dire. Pour leur faire la nique. Je pense qu'en fait, quand on est du côté de l'émancipation, et la cause palestinienne est du côté de l'émancipation, le livre est dédié à des très bons amis, qui sont Elias Sambar
et Leila Chaïd, la cause palestinienne est porteuse, y compris au cœur du monde arabe, par rapport au régime arabe, à leurs injustices, d'une quête de liberté, d'une quête de démocratie. Et donc, j'ai dans la cohérence de ma vie, y compris depuis ma jeunesse algéroise dans les années 60, j'ai une solidarité avec cette cause. Mais cette solidarité, comme toute solidarité avec les causes anticolonialistes, n'a jamais été celle d'un aveuglement. Et pourquoi? Parce que quand vous êtes du côté de l'émancipation, vous êtes contre une domination. Et ça, c'est la leçon, je le rappelle, de l'Afrique du Sud, de Nelson Mandela. Eh bien, vous êtes en charge de libérer, par votre humanisme, par votre universalisme, y compris vos oppresseurs. Vous avez un imaginaire supérieur. Ouais. Je trouve qu'il a vraiment une manière de parler très politicienne, où il parle beaucoup, mais on ne sait pas trop où il veut en venir, il n'est pas très clair, mais il parle beaucoup. Mais vas-y. Par votre humanisme, par votre universalisme, y compris vos oppresseurs. Vous avez un imaginaire supérieur. Vous n'êtes pas comme eux. Vous ne cédez pas à la barbarie comme eux. Et donc, la fin, en l'occurrence, c'est ma divergence que j'ai énoncée 15 jours après le 7 octobre avec le moyen de guerre, que les mouvements palestiniens soient en situation de résistance par rapport à l'oppression israélienne, je l'admets tout à fait. Comme d'habitude, les gens, bien sûr qu'on n'est pas pour que des gens massacrent des gens, mais c'est pas pour ça qu'on va arrêter de soutenir la cause de la Palestine. On peut condamner des agissements qu'on trouve criminels, ça n'enlève pas qu'on soutient la cause de la Palestine, mais ça, on l'a déjà dit 150 fois. Les gens, les natifs américains, moi j'avais un soutien inconditionnel. On aurait dû avoir un soutien inconditionnel à l'égard de la cause des natifs américains contre les envahisseurs européens. Et pourtant, les natifs américains, niveau massacre, je vous passe les termes, les gens, parce que c'est le 7 octobre par rapport à ce qu'ont fait certains natifs américains contre des colons européens, c'est de la gnognotte, hein. C'était horrible. Il y a des descriptions de trucs, c'est horrible. Et pour autant, la lutte de la cause des natifs américains était légitime. C'est tout. Le FLN, bien sûr, le FLN n'était pas des enfants de cœur. Ils ont tué des civils, le FLN. Ils ont fait des attentats qui ont tué des civils, malheureusement. Et c'est pas pour autant qu'il fallait arrêter de soutenir le FLN ou la cause algérienne. Et de remettre en contexte du fait que c'est la guerre qui entraîne ces massacres. Et donc, si on veut qu'il y ait plus ce genre de massacre, il faut arrêter la colonisation et pas dire au FLN, stop, vous arrêtez. De cibler des civils, des femmes, des enfants, des vieillards, et de les tuer, de les prendre en otage, eh bien non, c'est un crime de guerre. Et la fin ne justifie pas. Je pense qu'il y a quasiment personne, toutes les organisations de gauche, même pro-palestiniennes, ont dit que oui, ils étaient contre les crimes de guerre, oui. Mais que pour autant, la lutte pro-palestinienne était légitime. Rima Hassan la première, quoi. Oui, qui a dit, ah non, on soutient même les crimes de guerre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit ça? Ça n'a pas de sens, là. De quoi tu parles? Pas les moyens. Quand on est du côté de l'émancipation, on a un imaginaire supérieur. On n'imite pas ceux que l'on conteste, on n'imite pas les crimes de guerre. Ça, c'est trop facile. Non, mais eux, déjà, ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance, quoi. Déjà. C'est l'autonomie, c'est d'avoir leur pays, d'être libre. Mais c'est tellement facile de dire... En fait, moi, ce qui m'énerve, les gens, c'est qu'on est d'accord, les crimes de guerre et tout, on est opposés, il n'y a pas de souci. Mais c'est tellement facile, quand tu es en France, ici, dans ton fauteuil, de dire aux Palestiniens, j'ai pas aimé ce que vous avez fait. Non, vous faites pas ça. Ok, vous souffrez depuis des années. Ok, la lutte, c'est... Mais ça, non. Ok, donc je vous soutiens plus. C'est terminé. Non, c'est tellement facile de faire des leçons. Je veux dire, ok, on peut condamner les crimes de guerre, mais aussi dire le contexte est horrible. Le contexte est horrible. Alors, autant je condamne ces crimes de guerre, autant je pense que la solution... c'est pas de faire la leçon aux Palestiniens, mais c'est de faire en sorte que la Palestine soit libre et que la colonisation arrête. Parce que c'est le colonial qui en sauvage les deux camps. Mais je ne vais pas m'en prendre aux Palestiniens. Les natifs américains sont-ils considérés comme un peuple qui a vécu un génocide pour les institutions? Non, il ne me semble pas. Il me semble que le terme génocide, le terme officiellement reconnu juridiquement et tout de génocide, n'est pas appliqué aux natifs américains. Mais il faut savoir que les États-Unis ont beaucoup œuvré pour limiter la définition du génocide et pour faire en sorte que la définition officielle du terme génocide ne puisse pas être appliquée aux cas natifs américains. Faut pas oublier. Parce que chaque mot est un enjeu de lutte, les gens. 39-45, la résistance, ça lui dit un truc à Plenel. Mais moi, il y a aussi un mythe qu'il faut écarter. C'est le mythe de la résistance française qui était parfaite. Parce que ça, il y a beaucoup de gens qui sont en mode « Ah non, les résistants français, ils ont été parfaits. » Non, ils n'ont pas été parfaits. Bien sûr que non, ils n'ont pas été parfaits. Mais c'est normal qu'ils n'ont pas été parfaits. Juste parce qu'il y a un truc tout simple quand tu es dans une résistance, c'est qu'il y a la paranoïa. C'est que tu risques ta vie. Et la moindre dénonciation peut amener ta mort. Donc effectivement, il a pu avoir des erreurs, il a pu avoir des gens qui ont été éliminés alors qu'ils n'avaient rien fait. Mais c'est normal. C'est triste, hein. C'est dramatique, hein. Mais la résistance, ça veut dire c'est tellement dangereux, c'est tellement risqué, tu risques ta vie, mais pas seulement ta vie, la vie de tes camarades, la vie de ta famille, qu'il peut se passer des choses horribles. Malheureusement, il y a des gens qui ont pu faire des choses horribles.
Voilà. Mais c'est le problème. Et le problème, c'est pas la résistance. C'est qu'ils ont dû rentrer dans une résistance. Et donc, le problème, c'était le régime nazi qui a poussé ces gens à agir comme ça. Le cinéma a flingué notre vision des guerres. On devient tous des monstres. C'est comme ça. Bah, bien sûr. Bien sûr. Et même, les gens, même dans le FLN, même dans la résistance algérienne, il y a eu des horreurs, non pas seulement à l'égard des civils français, mais il y a eu des horreurs au sein des civils algériens. Et notamment la paranoïa. Mais une paranoïa qui était alimentée par qui? Par la France. La France a joué sur les dissensions, la France a joué sur la collaboration, la France a joué sur l'idée de paranoïa pour que des Algériens s'entretuent entre eux parce que les dangers étaient énormes. Ouais, bah ouais, la résistance, c'est pas... Les gens, la résistance, c'est pas joli, hein. C'est vraiment pas joli, hein. Le niveau de violence est toujours fixé par l'agresseur, ouais. Et aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui l'incarne. C'est comme un retour à l'envoyeur, puisque, et nous l'avons la démonstration avec la présidence Trump, qui est entourée de milliardaires dont l'imaginaire est celui de l'apartheid, Elon Musk le premier, qui est au fond celui de la séparation, la hiérarchie des humanités. Je rappelle que l'apartheid est inventé par le régime afrikaner en 1948, création de l'État d'Israël, proclamation universelle, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et là, comme une butte témoin de notre passé meurtrier, de notre passé criminel, il y a aux antipodes, tout au sud de notre planète, au sud de l'Afrique. Et d'ailleurs, il en pense quoi de la déclaration de l'État d'Israël en 1948? Est-ce que pour lui c'était bien? Est-ce que c'était normal? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'était un progrès qu'en 1948, l'ONU, entre guillemets, proclame l'État d'Israël? Sachant qu'on rappelle, encore une fois, il faut toujours le rappeler, que c'est pas l'ONU de maintenant. Hein, c'est les États coloniaux. Les colonies, elles n'ont pas la voix au chapitre hein, à l'époque. Hein. C'est principalement les États coloniaux qui forment ce conseil. Il y a aux antipodes, tout au sud de notre planète, au sud de l'Afrique, du continent africain, eh bien, il y a un poison qui est celui... T'es chef des résistants, tu prends la décision de mener une action qui met en péril la population par la réaction de tes opposants. Perso, non, ça ferait de moi un barbare. Mais en fait, ça, on revient sur le truc, Déjà, de condamner une action de par les répercussions qu'elles vont subir, ça voudrait dire que la commune, elle aurait jamais dû exister. Si on prend votre logique, les Palestiniens n'auraient pas dû faire d'actions, mener des actions parce que c'est à cause d'eux que maintenant ils se font massacrer. Ça veut dire, ah, il y a le chat qui marche sur le clavier. Ça veut dire que la commune n'aurait jamais dû exister parce que la répression de la commune et le niveau de réaction que ça a amené, les gens, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire. Et ça veut dire, voilà, on fait rien. Y a pas de, les dominés ne doivent pas réagir parce qu'il peut y avoir une contre-réaction. Déjà. Et aussi, qu'est-ce que vous attendez des Palestiniens? On attendait des Palestiniens ils se laissent faire, ils attendent. Parce que je rappelle qu'avant le 7 octobre, et encore une fois, je tiens à le préciser, je condamne les crimes de guerre du 7 octobre, mais avant le 7 octobre, tout le monde en avait rien à foutre de la Palestine et tout le monde était en train de normaliser les actions avec Israël. L'Arabie Saoudite allait se normaliser, le Maroc est encore en train de se normaliser et tout, mais il ne faut pas oublier qu'en fait les Palestiniens étaient en train de mourir, que ce soit en Cisjordanie, à Gaza, et que donc tout le monde n'en avait rien à foutre. Donc j'ai envie de... Et là je suis pas en train de dire, tant mieux le 7 octobre ça a remis la Palestine sur le devant de la scène. Ce que je suis en train de dire c'est que nous on est aussi responsables du 7 octobre. C'est parce que tout le monde a abandonné la Palestine, personne n'a rien fait, tout le monde a attendu que les Palestiniens se taisent et se laissent mourir, se laissent être enfermés, affamés, colonisés, qu'il y a eu un événement comme le 7 octobre. C'est parce que plus personne ne s'intéressait à ça. Et donc nous aussi on est responsables des horreurs qui ont été commises le 7 octobre. Voilà. Donc non, mais ils auraient rien dû faire, non. Ouais, la Palestine, ils auraient dû être... voilà, c'est ce qu'on attendait des Palestiniens, qui se laissent mourir. Oui, bon, bah, partez de ce pays, laissez-vous faire, voilà. C'est vraiment cette excuse de... Ah, bah, voilà, c'est de votre faute, vous avez voulu attaquer, donc vous vous faites exterminer. Et en plus, il y a aussi un autre truc. Et toujours en étant d'accord avec les crimes du 7 octobre qu'il faut condamner, il y a aussi une question de proportionnalité de la réponse. Ok ? Je veux dire, bien à la rigueur. Moi, je veux bien à la rigueur. T'as voulu taper, tu t'en prends une, bien fait pour toi. Ok, à la rigueur. Mais là, il n'y a plus aucune proportionnalité. Ok, les gens qui disent c'est bien fait pour vous, vous n'avez qu'à pas faire le 7 octobre. On est quand même à minimum 50 000 morts. Et un territoire rasé. Et la Cisjordanie, ils ont toujours rien fait. Je veux dire, ils sont pas participés au 7 octobre, la Cisjordanie, et ils sont quand même colonisés. Donc même le truc de vous l'avez cherché, ça ne marche pas. Il n'y a aucune proportionnalité. Ok? Donc arrêtez avec ce truc de non, c'est bien fait pour eux. Ça ne marche pas. Non. De la séparation des humanités. Et ce poison est au cœur de l'idéologie du régime de Trump, de ceux qui l'entourent, de ce techno-féodalisme et de ce techno-fascisme. Et on peut le documenter, y compris chez certains. Vous n'avez qu'à pas être arabe. Oui, voilà, oui.
féodalisme et de ce techno-fascisme. Rappelons qu'une partie non négligeable des morts du d'accord. Oui, mais il y a aussi des civils qui ont été tués le 7 octobre. Parce que si je le précise pas, il y a des gens qui vont dire « Oh oui, ça m'oublie qu'il y a des civils. » Et d'ailleurs, mais c'est aussi ce que je rappelle en Palestine, Israël, on considère que les hommes non armés sont des civils, mais en Palestine, il n'y a pas du tout ce même rapport. Hein. On rappelle que beaucoup de gens, quand ils parlent des civils, ils disent « Oh non, mais il n'y a que 50% de civils morts. » Déjà que 50%. On rappelle que pour eux, un homme de plus de 14 ans, c'est plus un civil. Qu'il soit armé, pas armé, c'est plus un civil. Voilà. Et on peut le documenter, y compris chez certains auteurs sud-africains. Et vous voyez, c'est là où on est au cœur de la question du droit international. Il faut rappeler quand même que les pays occidentaux, et notre pays, Israël aussi, et d'autres, ont été pleins de tendresse pour le régime d'Afrique du Sud. C'est la mobilisation des sociétés qui a imposé le boycott et qui a fini par accompagner la résistance du peuple sud-africain et la fin de l'apartheid. C'est-à-dire la question du droit international. C'est-à-dire c'est un crime. Je rappelle que Mandela faisait partie de la lutte armée, hein, et que l'ANC, ils ont aussi malheureusement tué des civils. C'est pas pour autant qu'on a arrêté le soutien à l'Afrique du Sud. Petit rappel. Et le soutien à Mandela. Eh bien, si c'est un crime, eh bien, on ne tolère pas de discuter avec un pays qui fait ça. Et vous voyez, depuis la parution de ce livre, et c'est très étonnant, il y a un événement qui n'a été très très peu commenté. Ce livre dit, au fond, le droit international, ça ne se divise pas. Il y a toute une partie sur l'Ukraine et Gaza. Ukraine et Gaza. Et je disais, soutenir inconditionnellement la guerre de vengeance de Netanyahou en Israël, eh bien, c'est faire le jeu de Vladimir Poutine. Comment on peut s'opposer à Poutine sur l'invasion par l'impérialisme russe de l'Ukraine si on tolère cela? Et je disais, voilà, on tient les deux bouts. Le droit international ne se divise pas. Eh bien là. Est-ce que Edwy Plenel rappelle que quand même s'il y a bien un pays qui a violé le droit international, mais tout au long de sa vie, c'est quand même Israël. Moi, je veux bien la Russie. Moi, je suis pas du tout pro-russe. Poutine, dictateur, il n'y a pas de souci. Moi, la Russie, je m'en bats les steaks, tu vois. Je suis anti-Poutine. Mais quel est le pays qui a le plus violé le droit international? Il me semble que le nombre de résolutions violées par Israël, il est assez énorme. Et c'est peut-être les USA, ouais. C'est peut-être les USA, les champions du monde, ça, il n'y a pas de souci. Mais rappelons, hein, quand on parle du droit international, qu'Israël ne le respecte pratiquement jamais. Et oui, la focalisation sur Netanyahou, je suis d'accord, il faut arrêter de focaliser sur Netanyahou, il faut parler de l'État israélien. Même la gauche soutient la colonisation. L'Ukraine, si on tolère cela. Et je disais, voilà, on tient les deux bouts, le droit international ne se divise pas. Et bien là, il y a 15 jours de cela, aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, il y a une résolution pour soutenir l'Ukraine et défendre son intégrité territoriale, donc condamner cette invasion. Et là, qui vote contre? Les États-Unis, on s'y attendait. Avec Trump. Rupture avec Biden. Avec Moscou. La Russie. Donc Trump-Poutine vote contre le soutien à l'Ukraine, avec la Corée du Nord, avec d'autres régimes peu sympathiques. Et qui les rejoint? Israël. Et vous n'avez eu très très peu de commentaires chez les atlantistes de notre pays, les autres campistes. Hein. Il y a des campistes qui ont un certain aveuglement sur Poutine et la Russie, et puis il y a des campistes qui ont un aveuglement, ils sont bien mal barrés aujourd'hui, j'allais dire, vis-à-vis des États-Unis. Et là, ils n'ont pas commenté ça. C'est-à-dire, vous voyez bien, Israël a voté contre le soutien à l'Ukraine. Ouais, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Il est pas atlantiste lui, mais après lui il va parler, je pense qu'il est moins atlantiste que des gens comme Glucksmann dans sa tête. Voilà, oui, là je pense que c'est une balle à Glucksmann. Et d'ailleurs vous avez vu qu'ils ont sorti un numéro Mediapart. Je pense qu'il lâche un peu plus Glucksmann, hein, je vous le dis. Hein. Ils ont sorti un numéro Mediapart. Et c'est bien, tant mieux, hein. Moi je suis content que Mediapart lâche Glucksmann. Hein. Ils ont sorti un numéro pour dire qu'il n'y a pas de démocratie dans place publique. Voilà. Non, au sein de place publique, il n'y a pas de démocratie. Parce que je pense que, après, pour moi, la différence entre Plenel et Glucksmann, c'est que les deux sont atlantistes, mais il y en a un qui est beaucoup plus forcené dans l'atlantisme, Glucksmann, et surtout, il y en a un qui est quand même de gauche. C'est Plenel. Malgré toutes les critiques qu'on a à faire à l'égard de Plenel, ça reste quand même quelqu'un de gauche, quoi. C'est donc bien la preuve que le socle commun de M. Trump, de M. Poutine, de M. Netanyahou, comme de nos extrêmes droites ici en Europe, eh bien c'est la fin du droit international. Mais derrière ce mot abstrait, droit international, c'est la fin de notre sursaut. Après, ce droit international, je veux dire, ça n'a jamais été respecté par les États occidentaux, Israël et les États-Unis en premier, quoi. J'ai l'impression qu'ils se réveillent. Moi, j'ai l'impression qu'avec la Russie, il y a mode, on ne respecte pas le droit international. C'est ça qui m'énerve un petit peu là-dedans. Ça fait 40 ans, 50 ans que Israël ne respecte pas le droit international, mais là où ça devient grave et là où c'est la fin du droit international, c'est quand c'est la Russie qui ne le respecte pas. Je ne comprends pas. De l'après-deuxième guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous n'y avons pas été totalement fidèles, la preuve, les guerres coloniales. Tout d'un coup, il y a eu... Ah oui, bah oui, il faut le rappeler. Hein. On rappelle la Kanaki, hein, on rappelle... et aussi, parce que là, on parle de l'hypocrisie d'Israël et tout. La France soutient Israël parce que si Israël doit se décoloniser, si Israël doit quitter les territoires qu'elle colonise, la France devrait faire pareil. Elle serait la première à dire la France, et vous la Kanaki? Ouais, Mayotte, la Kanaki, tout ça. Après, Mayotte, c'est encore un problème particulier parce que les Mahorais soutiennent, c'est presque une colonie désirée, entre guillemets. Mais il y a cet excellent livre. Ah, je l'ai plus. Je crois que je l'ai prêté, le livre sur Mayotte. Attendez.
Ouais, je l'ai prêté. Ouais. Il y a le livre de Rémi Carayol qui s'appelle Mayotte aux éditions La Fabrique. Allez le lire parce qu'il revient sur tout ce processus et comment on en est venu à une sorte de colonisation désirée presque. Mais voilà, je veux dire, il ne faut pas oublier que la France soutient aussi parce que c'est encore un pays colonial, quoi. Conscience que ces montagnes de cadavres, ce génocide, les victimes, les juifs d'Europe, ces crimes, ils venaient de la folie, de la projection de l'Europe sur le monde. Hitler ne nous est pas étranger, il vient de cette histoire-là. Et tout d'un coup, on s'est dit, bah non, il faut qu'il y ait des droits supérieurs aux nations. Une nation aussi civilisée, se croit-elle, peut devenir criminelle, peut devenir barbare. Israël, les États-Unis, la France, l'Occident. Un État, un peuple. Et donc il faut des principes pour... D'ailleurs, c'est ce que rappelle Jean-Michel Apathy. Hein. Jean-Michel Apathy, le S, en ce moment, c'est le S, Jean-Michel Apathy, qui rappelle on a la déclaration des droits de l'homme et en même temps, on a fait des massacres. Pouvoir leur taper dessus un peu, leur dire attendez, je suis désolé, mais vous pouvez pas, faut une cour pénale internationale, faut une cour européenne des droits de l'homme, faut des droits universels. Ils ont tous en commun de mettre ça à bas. Et pareillement, n'a pas du tout été commenté qu'une des premières décisions, il en a fait tous les jours, de M. Trump, eh bien, c'est de criminaliser la Cour pénale internationale, de décider que les magistrats de la Cour pénale internationale sont comme des délinquants s'ils arrivent aux États-Unis. Et qui est tout de suite satisfait? Les deux personnes qui étaient sur un coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou. Donc c'est comme le nez au milieu de la figure. On a là l'enjeu, j'allais dire presque existentiel, c'est un défi de civilisation que nous avons devant nous. Nous l'avons documenté, c'est pour ça que j'ai publié ce livre, pour montrer qu'on sonne le tocsin. On est quelques-uns dont vous êtes à avoir sonné le tocsin depuis un bail. Et là, aujourd'hui, il y a un moment de vérité. C'est bizarre qu'ils ne parlent pas de l'Allemagne. L'Allemagne était... Alors, ils n'ont pas félicité Trump, mais l'Allemagne a dit qu'elle était prête à accueillir Netanyahou, qu'il ne serait pas arrêté Netanyahou. Et il me semble que aussi Netanyahou a survolé la France. Donc voilà, je veux dire, faudrait quand même aussi faire ses critères, même si je suis d'accord avec lui, hein. Il n'y a pas de souci, là je suis d'accord avec lui, mais l'Allemagne ne respecte pas du tout, hein. Elle est prête à accueillir Netanyahou. Il serait temps de se réveiller. Merci Edwy Plenel, je renvoie la lecture de votre... Et on était les premiers, parce que Edwy Plenel, moi ce qui m'énerve aussi un petit peu, c'est qu'il se dit qu'il faut soutenir la Palestine, parce que comment on sera cohérent avec l'Ukraine, hein, quand on parle quand on critique l'Ukraine. Mais oui, non, mais déjà la Palestine, tu dois la soutenir en elle-même, c'est pas en rapport avec l'Ukraine. Je veux dire, le combat palestinien est légitime en lui-même. Il faut critiquer l'État colonial israélien. La solution, c'est qu'un État avec égalité des droits entre les anciens Israéliens et les Palestiniens, ou je sais pas quel nom on mettra pour ce pays, je m'en fous, c'est pas à nous de décider. Mais bref, une cohabitation avec égalité des droits avec les Juifs et les Arabes et les musulmans ou que sais-je, les chrétiens, bref. Tous les citoyens sur ce territoire, égalité des droits. Et puis c'est tout. Et nous, on était les premiers à dire, les gens, vous nous parlez de la Russie, vous croyez que le Sud, pourquoi ils sont pas à fond pro-Ukraine et qu'ils y croient pas quand l'Occident soutiendrait l'Ukraine pour la démocratie et les droits de l'homme? C'est parce qu'en même temps, l'Occident soutient Israël. Et donc on voit que les droits de l'homme, liberté, les droits humains, le droit international, l'Occident s'en pète les couilles en fait. Ce qui les intéresse, c'est ses intérêts. C'est ça qui intéresse l'Occident. C'est pas du tout les Ukrainiens et la démocratie et que les Ukrainiens puissent voter. Et aussi, ça va pas le payer. Hein. Là, ça va pas le payer. Hein. Là, ils se battent là pour savoir qui va récolter l'argent en Ukraine. Hein. Voilà le camp occidental. Mais bon, écoutez, lisez les livres de La Fabrique sur la Palestine plutôt que de lire Edwy Plenel. Il y en a plein des livres sur la Palestine à La Fabrique. Allez les lire, c'est trop bien. Voilà.